Staline porte le cercueil de Lénine. La veuve de Lénine, Nadejda Krupskaya, révèle qu'il aurait quand même réussi à dicter un testament où il aurait dit « Staline est trop brutal. Je propose aux camarades d'étudier un moyen de le démettre de son poste de secrétaire général. » Staline réagit très violemment et oblige, sous la menace, la veuve de Lénine à publier un démenti dans la Pravda. Tous ceux qui portent le cercueil, les fidèles des fidèles, les bolcheviks de la première heure, qui chercheront à utiliser ce testament pour écarter Staline, en mourront. 21 décembre 1929, Staline a 50 ans. Il est le maître absolu de l'Union soviétique. Il convoque les caméras au Kremlin devant une statue de Lénine pour signifier qu'il est son continuateur. Avec ses hommes de main, dont le dévouement aveugle est gagé sur leur vie, Staline peut enfin se débarrasser de la NEP, la tentative libérale, et se lancer dans la collectivisation. Transformer la Russie en un immense champ peuplé de paysans, devenus des ouvriers de la terre. Fini les isbas et les fermes ancestrales. Ils vivront en communauté, dans les kolkhozes. Ils produiront les millions de tonnes de blé vendus par l'État pour acheter les machines qui fabriqueront les tracteurs, les chars, les avions. Ainsi, l'Union soviétique rattrapera en 5 ans un retard de 100 ans, dit Staline. C'est son premier plan quinquennal. Mais Staline se heurte immédiatement aux paysans. Ils refusent de perdre leurs terres. Ils refusent la collectivisation. Staline leur fait donner un surnom infamant. Koulak, profiteur, exploiteur. Et il fait préciser le terme de koulak. Tout fermier qui a des salariés, qui possède un moulin, une fromagerie, une sécheuse de pommes de terre, des machines agricoles à moteur et du bétail. Une définition si vague qu'elle ouvre la voie aux dénonciations, aux règlements de compte, au viol. La police se déchaîne contre ceux qui tentent de cacher leurs réserves de grains. La résistance des paysans est telle que le pouvoir mobilise 27 000 dékoulakisateurs, des militants communistes venus des villes et une horde misérable de journaliers payés en part de butin. « 2 millions de paysans ont été envoyés défricher la Sibérie. 300 000 autres déportés au goulag. Et 300 000 exécutés. » Les centaines de camps du goulag, baptisés camps de travail correctif, deviennent un énorme réservoir de main-d'œuvre gratuite pour les projets pharaoniques de Staline. Comme, en 1932, le canal pour relier la Baltique à la mer Blanche, le Bielomor Canal. 300 km à travers des montagnes de granit, creusées à la main. Au son d'orchestre de déportés. Sur le Bielomor Canal, les cadences de travail sont infernales. 30 000 déportés meurent d'épuisement. Les artistes, qui avaient cru que la révolution leur apporterait la liberté créatrice, se voient imposer par Staline la doctrine officielle du réalisme socialiste. Tous, peintres, musiciens, poètes, écrivains, que Staline appelle les ingénieurs de l'âme, doivent exalter le travail, la famille et la patrie, et surtout la gloire de Staline.